Voilà, de la pathologie duel en périnatalité, quel accompagnement? J'aurais peut-être dû dire quels accompagnements. On a parlé du réseau et du travail pluridisciplinaire, et évidemment on va avancer sur tout ça. C'est un vaste débat et un vaste sujet, riche et complexe. Donc déjà, pour définir, je voudrais vous parler qu'est-ce que c'est la pathologie duel, savoir qu'on parle bien de la même chose. Donc c'est la co-occurrence d'un trouble psychiatrique et d'un trouble lié à l'usage de substances. Donc on en parlera dans l'intervention suivante, mais de la co-occurrence, elle est extrêmement fréquente, puisque 30 à 50% des adultes qui seront hospitalisés en psychiatrie auront un trouble de l'usage. Donc cette question, il va vraiment falloir qu'on s'y attaque en période périnatale particulièrement. Ça concerne plus les hommes, plus les jeunes adultes. Là aussi, on vient sur la période périnatale. Et c'est une population particulièrement vulnérable, puisqu'effectivement, elle est particulièrement touchée par la précarité, avec des difficultés psychosociales et une évolution plus défavorable des troubles. J'insiste sur la question de la symptomatologie qui est plus sévère, avec un risque de rechute qui est plus important, un risque suicidaire également qui est plus important, et une moindre observance, une plus grande difficulté à accompagner ces patients. Alors on vient maintenant à la période périnatale, on rajoute un petit peu de complexité dans tout ça, il nous en manquait. On sait bien que maintenant cette pathologie elle est sous-estimée en période périnatale, je pense que c'est évident pour tout le monde dans la salle, avec des difficultés de coordination, de référence de soins, de moyens et d'inégalités sur les territoires. Ça c'est particulièrement important parce qu'effectivement du fait de la précarité, on le voit nous dans nos soins, quand les patients vivent loin, qu'ils ne peuvent pas avoir de transport, évidemment ils ne sont pas accompagnés. Et ça touche, c'est pratiquement la majorité de nos patients. J'ai dit référent, heureusement on a les sages-femmes Elsa, elles vont en parler après, mais je fais un appel du pied, je profite de la présence de l'ARS aujourd'hui. On a besoin de ce temps-là, on a besoin que ce soit développé parce que ça prend du temps. Le professeur Nemat Jaffari l'a dit, il nous faut ce temps pour bien accompagner parce que c'est extrêmement compliqué comme prise en charge. Ces patients sont évidemment plus stigmatisés et particulièrement période périnatale. Le docteur Renaudin qui s'occupe de l'hôpital de jour Calliope, on a beaucoup de partenariats de soins, elle dit bien qu'une femme enceinte qui rentre à l'hôpital de jour Calliope, donc un service d'addictologie, elle est regardée par tous les autres patients qui sont eux-mêmes atteints d'un trouble de l'usage avec un mauvais œil. C'est-à-dire que c'est très culpabilisant, même au sein de l'addictologie, d'être enceinte et de pouvoir être prise en charge concernant des troubles de l'usage. Donc cette stigmatisation, elle est partout et je pense que c'est très important qu'on en ait conscience pour pouvoir y travailler nous-mêmes en tant que professionnels, en tant que citoyens. Et ces patients-là vont avoir, donc ces personnes-là, tendance à éviter évidemment les structures de soins, avec la peur du placement. C'est quelque chose qui revient constamment chez les patients quand on essaye de les aborder dans le suivi en période périnatale. Donc il y a un réel enjeu de dépistage, encore plus compte tenu du pronostic qui est engagé, de la grossesse, avec des complications obstétricales qui sont maintenant très claires, un pronostic néonatal plus risqué également, avec de la prématurité, un faible poids de naissance, des troubles du développement, et on parlera du TESAF David Germano très précisément cet après-midi. Attention aussi, compte tenu de la complexité des situations qui vont allier les difficultés physiques, somatiques et puis mentales, on peut avoir tendance à se focaliser, maintenant c'est décrit aussi, sur l'aspect somatique et finalement l'aspect psychiatrique et l'aspect trouble de l'usage va passer un petit peu à côté. Pour revenir sur la question du devenir parent, j'avais envie de parler de ça avec vous et de partager le fait que devenir parent, c'est extrêmement stressant. Hein, on a encore cette vision, je trouve que ça évolue, mais avoir un bébé, c'est merveilleux, et c'est tout à fait faux pour les parents qui sont dans la salle, et c'est surtout extrêmement stressant, et d'autant plus quand on a vécu soi-même des choses difficiles, ou en tout cas, voilà, comment on a pris soin de nous quand on est petit, tous ces éléments-là reviennent au moment du devenir parent.
Romain parlera plus précisément du style d'attachement parental et de la théorie de l'attachement cet après-midi, donc je passe rapidement, mais en tout cas, quand on a un style d'attachement insécure, la question du stress est encore plus difficile à vivre quand on va avoir un enfant. Donc chez nos patients-là qui ont une pathologie duelle, l'insécurité, elle est extrêmement fréquente. Donc le stress d'être parent va être encore plus fréquent. Et le stress lié, comme on l'a dit, qui se rajoute à la précarité et à la stigmatisation et à la peur du placement pour l'enfant. Donc vous voyez bien le cocktail de stress que ça crée pour ces parents. Et puis au niveau neurobiologique... Ah bah oui, d'accord, pardon, ça va, c'était fort. C'est bon. Vous m'entendez là? C'est mieux là? Non, ils m'ont dit non. D'accord, d'accord, je lâche prise, je vous laisse faire. Donc le système dopaminergique va être aussi perturbé chez nos patients, c'est-à-dire que l'expérience d'être parent, elle est stressante, mais quand on s'occupe de son bébé et qu'on s'occupe de lui, qu'on lui procure des soins, on a aussi la question du plaisir partagé avec ce bébé, qui vient contrebalancer finalement ce stress. On en parlera un petit peu avec la yoga thérapie sur la question de la sécrétion d'ocytocine. Finalement, quand on s'occupe aussi de ce bébé, cette hormone du bien-être et puis de l'attachement. Sauf que chez nos patients là, qui ont une pathologie duelle et un trouble de l'usage, ce système, le neurobiochimique, est perturbé et finalement, même toute expérience de plaisir qui devrait contrebalancer le stress d'être parent est perturbée et finalement, s'occuper du bébé devient une expérience neutre, voire elle-même stressante, qui va favoriser aussi un risque de rechute et de reconsommation d'alcool ou de n'importe quelle substance pour calmer le stress généré par l'expérience de s'occuper de son bébé. Ça fait beaucoup pour ces futurs ou jeunes parents. Donc il y a des recherches maintenant sur plus précisément sur les parents qui ont un trouble de l'usage, l'impact sur les interactions précoces, comment ils vont s'occuper de leur bébé. Et effectivement, dans la structuration parentale, dans l'éducatif aussi, c'est plus difficile, avec des interactions qui vont être moins qualitatives, moins positives avec l'enfant, et des enfants aussi qui vont avoir l'expression de comportements et d'émotions plus négatives à l'égard du parent. Alors, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est la réciprocité aussi. Ça, c'est un sujet qui me semble important d'aborder. C'est-à-dire que c'est des parents, certains, qui vont pouvoir parler à leur bébé, être présents, mais qui finalement ne vont pas attendre la réponse du bébé. Je dis beaucoup dans les sensibilisations du réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine, l'importance des pauses dans l'interaction. C'est-à-dire que le parent interagit, parle à son bébé, fait une pause, le bébé répond et le parent ajuste son propos à son bébé. C'est ça la réciprocité, vous voyez, cette boucle interactive. Et on voit chez ces parents-là que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, de s'ajuster et d'être sensible, de décoder les besoins du bébé et d'y répondre. Malgré tout, j'aimerais qu'on soit vigilant. On a parlé de l'impact sur les enfants, on a parlé, là je viens de le dire, sur les interactions. Attention aux liens de cause à effet. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça peut être grave pour les interactions, ça peut être grave pour le bébé, le stress il monte aussi chez nous. Et comment on accompagne ses parents? Les études, c'est des petites cohortes. La recherche, elle est fondamentale, mais il faut la prendre aussi avec mesure sur, là par exemple sur les études que je lisais, c'est des petits, il y a peu de puissance, les mères souvent sont seules, le niveau d'éducation est plus faible, donc il n'y a pas de coparents. Voilà, donc il faut aussi prendre avec mesure tous ces éléments d'inquiétude quand on prend en charge un individu en particulier. Et j'en viens aux dimensions développementales de l'individu. Parce qu'effectivement, le parent que vous allez rencontrer, il a d'abord été lui-même un bébé, un
un petit enfant, un adolescent, un adulte, et il est en train de devenir parent. Donc il s'est développé dans ces différentes dimensions. Nous, les pédopsychiatres, on est très au fait de ces questions-là développementales. Donc il a développé son langage, sa motricité, tout son patrimoine somatique, ses cognitions, et le domaine psycho-affectif, en fonction de comment on s'est occupé de lui quand il était petit, et qui laisse des traces aussi maintenant avec le style d'attachement qu'on a dû à peu près à 1 an de vie jusqu'à l'âge adulte. Et ces dimensions développementales, elles se développent en fonction de l'expérience interactive, comme on vient de le dire, avec ses parents, avec la nounou, avec les pairs au niveau de la scolarité, au niveau culturel aussi, et puis avec, plus tard, quand on grandit, les professionnels. Donc je vous propose de la même façon une approche développementale de la parentalité, c'est-à-dire que le parent qu'on rencontre en prénatal, il devient parent, il se développe parent, c'est-à-dire que c'est pas inné. L'instinct maternel, je crois que c'était Antoine Guédenay qui avait dit ça lors d'un colloque ou la préoccupation maternelle primaire. Il y avait un questionnement par rapport à ça. Je regarde Romain qui connaît bien Antoine Guédenay. L'instinct maternel, ça n'existe pas. C'est-à-dire que des fois la rencontre se fait, des fois elle ne se fait pas, et même si elle se fait, on devient au fur et à mesure des interactions avec son bébé, on évolue en tant que parent et on apprend. Donc on va apprendre donc, par rapport à ce qu'on a été, à ce qu'on a connu, et on va aussi apprendre avec la rencontre avec son bébé, avec la rencontre avec le coparent, comment ça se passe, à quel point il m'aide, quelle représentation il a de moi quand je suis parent, avec les institutions, les professionnels, avec nous. Donc, cette question-là de l'apprentissage, je pense que elle est particulièrement importante chez les patients qu'on côtoie, qui sont extrêmement fragilisés, qui ont une estime d'eux qui est extrêmement basse, avec des perceptions de soi. Là, je vous ai mis les métadimensions, en particulier l'insight. Donc, c'est un mot compliqué, là, Némat est parti, mais c'est vraiment son domaine, cette question de l'insight, c'est finalement les capacités de mentalisation. Comment le parent va pouvoir se représenter et parler de ses pensées, ses désirs, ses émotions, ses croyances. Donc ça, c'est ses capacités à mentaliser pour lui-même. Et comment il va être capable de mentaliser pour son bébé. Que ressent mon bébé, que pense mon bébé, et comment je peux l'accompagner dans ses ressentis. Et que finalement, toutes ces émotions, tout ce qu'on ressent, c'est ce qui sous-tend nos comportements. Et ces capacités de mentalisation, elles sont extrêmement importantes chez le parent, justement pour pouvoir s'ajuster à son bébé et être sensible aux besoins de son bébé. Et c'est grâce à ça, c'est avec toutes ces interactions que le lien d'attachement va se mettre en place entre le parent et l'enfant. Au niveau cognitif, donc le parent, il va avoir aussi des représentations de lui-même. Est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je vais être capable? Vous voyez, tout ça sur le plan cognitif, ça va se mettre en place à ce moment-là. Et puis à l'inverse, finalement, alors je ne l'ai pas dit, sur les modifications aussi, devenir parent, c'est aussi des modifications cérébrales. On en a parlé, ça maintenant c'est assez connu. On sait que pendant la grossesse, il y a une inflammation cérébrale. Jodie Polowski, elle a beaucoup parlé de ça, avec une inflammation au niveau du cerveau et avec, on sait, plus de risques de troubles de l'humeur et de décompensation pendant la grossesse et en postnatal. Et cette structuration, ces modifications, ça dure pendant 2 ans. Donc on sait combien cette période, elle est fragilisante aussi pour les patientes. Et puis un petit peu ah oui, je ne vous ai pas parlé du stress que vivent les parents, mais aussi de l'espoir. C'est-à-dire que devenir parent, c'est aussi pouvoir ouvrir une nouvelle page. C'est aussi pouvoir se dire, faire levier et se dire que là, on va pouvoir peut-être faire un petit peu autrement si on est suffisamment bien accompagné. Avec l'empowerment parental, ça on en parlera aussi un petit peu après, l'idée de remettre le patient et les
devenant parents au centre de la prise en charge. Alors ça fait beaucoup, mais c'est presque un peu pour plaisanter. C'est pour vous dire combien de personnes vont finalement devoir graviter, si on prend tous les axes de la parentalité dont on vient de parler, donc la partie psycho-affective de l'adulte, devenant parent, la partie somatique, la partie cognitive, la partie psychiatrique, troubles de l'usage. Vous voyez finalement, les troubles psychiatriques et de l'usage, c'est une petite partie de la parentalité. Hein. Il y a tout le reste à pouvoir accompagner. La question des interactions avec le bébé, la question des interactions avec le coparent, et ça fait toutes ces équipes autour de nos patients. Service somatique, service de psychiatrie adulte, psychologue, service d'addictologie. Alors le MPP, je me suis trompée, je l'ai mis en addicto. L'équipe mobile de psychiatrie précarité, c'est de la psychiatrie adulte. Les services de PMI, je crois que j'oublie évidemment, c'est sûr, des choses, l'ASE, les modes de garde, les centres maternels, la filière de psychiatrie périnatale. Donc il y a toutes ces personnes qui vont devoir se coordonner autour de nos patients. Juste un focus sur la question des médiations transculturelles. Ça aussi, pour moi, et je fais un appel du pied à l'ARS parce que je sais que le financement de la médiation est en challenge actuellement. Les médiations transculturelles, elles sont fondamentales aussi pour le devenant parent. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte les pratiques, les croyances, du patient, les traditions, on passe complètement à côté de l'accompagnement de nos patients. On a une petite fille d'origine guinéenne qui nous a beaucoup marqué, qui avait un refus alimentaire, qui perdait du poids, on était assez inquiets, avec des interactions très dysfonctionnelles et une maman qui la forçait à s'alimenter. Le forçage alimentaire, il faut le soutenir, hein, c'est extrêmement dur pour les équipes de voir ce bébé être gavé. Et la médiation transculturelle a permis de comprendre pourquoi cette mère elle faisait ça. Parce que nous, on s'évertue à expliquer l'alimentation, c'est du plaisir, il faut que l'enfant soit acteur. Voilà, on a bien raconté tout notre laïus à cette maman, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est qu'on vienne faire venir un médiateur transculturel de la culture de cette patiente, enfin un père aidant et un médiateur, et puis qu'on parle de pourquoi elle faisait ça dans sa culture. Avec nous, elle l'a pas dit, c'était pas possible. Et peut-être qu'il n'y avait pas encore assez d'alliance, c'était pas... Avec ce père aidant et ce médiateur, elle a raconté. Elle a raconté que c'était une petite fille sous-sous, si je me souviens bien, et que quand on est sous-sous, on peut risquer notre vie si on n'est pas suffisamment forte, si on n'est pas solide, si on n'a pas du poids. Et ben donc il faut prendre du poids, coûte que coûte, parce que sinon on meurt. À partir du moment où on a compris ça, on a fait cette médiation, alors c'est long, ça nous a pris 3 heures une après-midi avec cette famille, ça a complètement débloqué la situation. C'est pas gagné, mais ça a créé de l'alliance. Elle a pu nous parler à nous en plus. Et cette petite fille, quelque temps après, elle a mangé. Alors il se trouve que maintenant, elle a des difficultés d'ordre développemental. J'idéalise pas non plus ce qui se fait. Mais sur cette question alimentaire et cette question culturelle, ça a fait vraiment un levier thérapeutique. De la même façon, je voulais dire un mot de la psychoéducation et de l'ETP. Au CHL, on a la chance d'avoir des programmes ETP extrêmement développés en psychiatrie adulte et qui nous ont portés pour créer des groupes de psychoéducation en santé mentale périnatale. C'est pas encore un ETP, je dis ETP, éducation thérapeutique du patient, hein, j'espère que ça va là. On voit aussi le levier de la psychoéducation où on n'est pas dans une posture de soignant ou d'accompagnant, mais plus d'animateur. Et finalement, c'est le groupe de pairs qui se porte, le groupe de patients qui va être porté avec des animations. Je pense que beaucoup de connaissent, les infirmiers sont très formés à ces questions-là, peut-être les sages-femmes aussi, avec une horizontalisation des savoirs. C'est-à-dire que le patient, il en sait autant que nous, le groupe en sait parfois plus que nous sur leur vécu, et on vient donner certains éléments scientifiques, ou voilà, mais c'est surtout le groupe qui se porte. Et on trouve que c'est extrêmement porteur aussi comme prise en charge et de remettre les parents au centre des soins. Attendez, je vérifie là parce que je suis un peu bavarde. Ok.
Alors, on a cherché un petit peu quels soins spécifiques, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit tous les axes de la parentalité qu'il fallait pouvoir accompagner dans ces moments-là, quels soins spécifiques on allait pouvoir proposer. Et bien finalement, dans la littérature, il n'y a pas grand-chose, hein, quand même. On est au tout début de ces accompagnements-là. Il y a quelques études qui ont comparé une prise en charge plus axée parentalité par rapport à une prise en charge en addictologie classique. Donc ces prises en charge, ça veut dire qu'on parle effectivement de l'attachement des parents, de leur histoire, donc on parlait de l'axe psycho-affectif développemental de l'adulte, et on fait venir l'enfant aussi. L'enfant est présent lors de ces prises en charge, et effectivement, il a été montré que quand on inclut l'enfant dans les prises en charge, et qu'on a aussi l'idée de un peu plus de la théorie de l'attachement pour l'adulte devenant parent, on a une amélioration et des interactions et de la santé mentale maternelle. Je voulais vous présenter aussi ce programme que j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc, ce sont des infirmiers en service de néonatologie qui ont fait le constat que finalement, avec ces mères en particulier, c'est souvent les mères hein, quand même dont on parle dans ce moment-là, elles étaient extrêmement frustrées avec ces mères. Elles avaient l'impression qu'elles les jugeaient et qu'elles leur en voulaient finalement de ce sevrage chez le bébé. Et donc elles accompagnaient le sevrage, les infirmières du côté du bébé, c'était en néonate, et elles étaient très frustrées de l'accompagnement avec les mères. Et donc elles se sont dit, il faut qu'on se forme à cette question-là, il faut qu'on accompagne différemment ces mères-là. Donc il y a eu toute une formation, c'est bien expliqué dans l'article, pour elles. Donc elles ont formé le groupe défenseur de nos patients sous opiacés grâce à un engagement et une éducation respectueux et pertinent. Et puis il y a eu aussi un modèle de transfert précoce de ces enfants, finalement le plus tôt possible dans une unité mère-bébé. Même si le sevrage n'est pas complètement fini, très vite, on les adresse à l'unité mère-bébé temps plein. Alors attention, c'est un modèle américain, donc c'est des unités qui sont rattachées, c'est pas comme nous, notre unité parent-bébé, elle est dissociée du service de somatique. Je pense que par exemple à Bordeaux, ce serait plus facile, parce qu'effectivement c'est dans les mêmes locaux, ça il faut voir en fonction des territoires. Et donc là c'est possible parce que c'est dans même si les lignes ne sont pas dans le service de néonat. Et donc ils ont fait ce programme, et ce qu'ils ont fait, un peu comme dans la psychoéducation, ils ont remis vraiment les parents au centre de la prise en charge, et ils ont appris aux mères finalement qu'est-ce que c'était le syndrome de sevrage, comment le prendre en charge, les thérapeutiques, et que la mère finalement fasse aussi le plus possible les soins. Alors les psys, nous, on est toujours un peu inquiets sur ça, où très vite on va dire attention, la mère, il ne faut pas qu'elle devienne une technicienne, hein. La part émotionnelle, elle est fondamentale, mais je crois cette question-là était plutôt équilibrée, et ce dont ils se sont aperçus, c'est que les mères, elles se sont senties motivées, plus capables, en s'occupant de leur bébé comme ça, et qu'elles avaient moins de rechutes de consommation de substances. Et qu'effectivement, la question de la dopamine dont on parlait tout à l'heure, là, le système de la récompense fonctionnait mieux quand on les rendait actrices auprès de leur bébé. Un mot sur la place des familles. Ils ont fait aussi une place importante aux grands-parents, et la famille donc plus élargie que ce qui est le clan, enfin la famille clanique. Voilà, c'est des modèles que je trouvais intéressants de partager. Je vois Hélène de Roufignac dans la salle. Je pense que je lui fais un peu peur sur le transfert rapide en unité mère-bébé, mais je pense qu'il y a quelque chose à penser de ce côté-là. Là, donc ça, Romain Dugravier, on parlera cet après-midi un petit peu plus sur le programme de Suckman. Nancy Suckman, elle a beaucoup travaillé sur comment développer les capacités de mentalisation des patients. Donc ça, c'est une thérapie qui n'est pas en présence du bébé, c'est centré sur le parent, mais on va parler avec le parent de la relation avec l'enfant. Et de elle, ses émotions, ressentis, tout ce qu'on a dit, ses états mentaux à propos de l'enfant. Donc ce qu'elle dit bien, et ce qu'on dit tous, hein, c'est qu'il faut coordonner
il nous faut des moyens pour ça, et qu'on peut avoir des actions concrètes vis-à-vis de ces patients-là. Donner des fournitures, par exemple. Alors ça aussi, je trouvais que c'était un débat qu'il faut qu'on ait, parce que nous, on est très embêtés sur les unités, sur la question du don. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on donne pas, surtout quand il y a de la précarité, mais à la fois la patiente, elle a rien, on sait que dans le placard, on a des couches, comment on fait avec cette question-là? Alors c'est certainement à nuancer, comme tout, mais la question du don, de donner quelque chose de matériel aux patients, en tout cas dans ce programme-là, ils le font de façon très réfléchie et encadrée. Évidemment, la supervision d'équipe, indispensable compte tenu de l'impact de nos propres histoires quand on rencontre ces familles-là. Juste une idée, parce que la mentalisation, j'espère que c'est pas trop... Enfin, je trouve que c'est un gros mot pour dire des choses finalement assez simples. Je voulais vraiment que ce soit accessible. Ça peut être, par exemple, en fait, de parler des affects du patient et de lui demander qu'est-ce qui se passerait pour le bébé. Je vous ai mis un exemple. À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? À ton avis, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Ou sur un temps, enfin, alors là, c'est tu parce que c'est traduit, mais en France, on dirait, voilà, vous. Mais, et sur, finalement, quel moment tu as préféré? Vous voyez, on va parler de l'émotionnel dans la relation. Et s'il y a résistance, on parle aussi de la relation entre le soignant et le soigné. On va être dans une posture plus opaque. Attention aux certitudes. Attention à la guidance éducative, parce que quand on vous dit c'est comme ça qu'il faudrait faire de façon affirmative, quand on a une estime de soi dans les chaussettes et tout ce qu'on a dit auparavant, et les traumas, etc., juste on se dit, bah, moi j'ai mal fait, je suis nulle, définitivement, je suis définitivement... Voilà, on vient me conclure, le professionnel vient me confirmer que je suis un mauvais parent. Donc la question de pouvoir aborder les choses de façon ouverte, curieuse, et je vous avais mis un exemple, je me demandais s'il souhaitait avoir un contact physique avec vous ou s'il souhaitait entendre votre voix. Vous voyez, on questionne, on avance tout doucement. Alors, de la mentalisation, je voulais vous dire un mot sur les projets qu'on mène actuellement dans le service, sur la mentalisation incarnée. Donc l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que malheureusement, certains de nos patients, la mentalisation, la capacité d'élaboration, on dirait plus en psychodynamie, c'est difficile pour nos patients. Et on a beau faire tout ça, là, poser des questions, essayer d'avancer, on n'y arrive pas. Pour certains, c'est trop difficile. Et on s'est rendu compte que finalement, cette mentalisation, elle s'exprime aussi par le corps. Les psychanalystes, ils en ont parlé, ils connaissent ça depuis très longtemps. C'est une autre façon de le dire, que finalement, on va s'ajuster au niveau corporel. Comme on s'ajuste, on va être sensible au niveau affectif. On va être aussi sensible au niveau corporel avec le bébé. Donc ça veut dire l'accélération, la vitesse des actions, le tonus, l'ajustement réciproque, tout ça, ça se voit aussi dans le corps entre un parent et son enfant. Et que cette mentalisation incarnée, ça s'appelle comme ça, comment on s'ajuste corporellement plus simplement, elle est corrélée au stress, à l'anxiété, à la dépression maternelle. Quand on est très déprimé, très anxieuse, bah, on est moins ajusté, même au niveau corporel avec son bébé. Le stress, je trouve que ça nous parle bien. On comprend bien là sur le dialogue tonico-émotionnel comment ça peut se transmettre aussi dans le corps avec le bébé. Et ça, c'est corrélé à comment l'enfant après va se réguler lui sur le plan émotionnel et sur sa régulation comportementale quand il va grandir. Donc c'est fondamental cet ajustement corporel parce que la communication entre un parent et son bébé, elle est avant tout non-verbale au début. Elle est surtout corporelle, à travers les expressions faciales, la posture, on a dit le rythme des actions, le tonus, et les échanges actifs mutuellement créés. Donc on en vient à notre projet, on s'est renseigné, on a réfléchi sur les médiations corporelles qui existaient entre un parent et son bébé. Donc évidemment vous connaissez bien le pot à pot maintenant, donc la peau nue du bébé sur celle du parent, qui a montré des effets bénéfiques sur le lien d'attachement maternel, donc le lien de la mère vers le bébé, sur les sécrétions d'ocytocine qui augmentent et les niveaux de cortisol qui seraient plutôt l'hormone du stress qui vont diminuer. Le massage aussi, le massage du parent sur le bébé aussi.
Le bain enveloppé, on en parle un petit peu moins, et puis la danse-thérapie. Et on a trouvé des travaux sur la danse-thérapie qui associait le mindfulness, donc la pleine conscience. Et puis, entre-temps, nos infirmières de l'hôpital de jour Titalé à l'époque, elles ont fait du yoga, de la yoga-thérapie de façon personnelle avec leur enfant. Et elles ont dit, mais pourquoi on ne pourrait pas essayer de faire du conjoint, justement, essayer de travailler sur l'ajustement corporel quand, au niveau la mentalisation, c'est compliqué, de passer par le corps. Et donc, le projet yoga-thérapie est né comme ça. Et on a cherché, effectivement, la yoga-thérapie est très utilisée en population générale, en prénatal. Et donc, à montrer, vraiment, ça s'est bien montré maintenant, des effets sur l'anxiété et la dépression en prénatal, chez la mère. Et en postnatal, on a trouvé seulement 2 études et une qui vient de sortir cet été, 2 en population générale, et effectivement, avec le bébé. Mais pas dans un ajustement corporel, là, comme je vous disais, plus autour du massage avec le bébé et en population générale. Et on a vu qu'effectivement, ça améliorait le lien d'attachement. Et il y a une étude en unité mère-bébé qui a été faite en Inde sur du yoga mère-bébé avec des patientes qui avaient des troubles psychiatriques. Et là, effectivement, on a montré pour l'instant la faisabilité et l'acceptabilité. Parce qu'il y avait quand même une question, quand on a un trouble psychiatrique, est-ce qu'on peut faire des postures avec son bébé? Est-ce qu'on est suffisamment disponible? Ça va, je parle pas trop fort là? Non. Suffisamment disponible pour s'occuper de son bébé. Donc voilà la pratique de yoga-thérapie qu'on a créée, c'est-à-dire des postures conjointes. Ça va sur... ouais. Des postures conjointes parents-bébés qui vont favoriser donc et l'ajustement corporel et le partage émotionnel et la synchronie. Est-ce que la synchronie, c'est pareil, je trouve que c'est toujours des mots extrêmement compliqués, c'est l'ajustement réciproque dans le temps entre 2 partenaires de l'interaction. La synchronie, elle est aussi physiologique. Ruth Feldman, elle a travaillé depuis plus de, je ne sais pas combien de temps, 20 ans au moins là-dessus. Donc, dans des moments où on est ajusté l'un à l'autre, on va s'ajuster sur le plan du cœur. Donc, il y a un appariement des rythmes cardiaques. Et aussi au niveau cérébral. Elle a montré que les activités électriques en électroencéphalogramme de la mère et du bébé, il y a aussi un ajustement et une synchronie à ce niveau-là. Donc c'est ça qu'on recherche, nous, alors bon, le physiologique, mais pour arriver surtout à l'émotionnel, c'est-à-dire au partage émotionnel et à une synchronie affective et comportementale entre les parents et le bébé. Donc on propose des postures. Alors avant les postures, ça c'est très important, on propose un temps de respiration. C'est pour ça qu'on a choisi la yoga-thérapie par rapport à d'autres médiation corporelle. Alors la yoga-thérapie, au début, quand j'ai commencé à le présenter, on m'a dit mais c'est un truc de salutation au soleil, tu vas me faire de la gym et l'écart facial. Pas du tout. Hein. La yoga-thérapie, là, c'est vraiment un ajustement à ce qu'on peut faire aussi au niveau physique, bien sûr, des choses assez simples. Avec un temps de respiration, et ça c'est démontré aussi, donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'activer le système parasympathique versus le système sympathique. Sympathique, c'est le stress, en gros, et parasympathique, c'est la relaxation. Et la respiration, qu'on fait les 10 premières minutes, elle permet ça. On redescend aussi la charge émotionnelle pour aussi se détendre, comme on l'a dit, dans le corps, faciliter la concentration et la disponibilité du parent envers son bébé. Okay, donc il y a d'abord ce temps de respiration, puis un temps de posture conjointe, et puis un temps de relaxation. Donc on a les premiers résultats là, on se rend compte qu'effectivement ça améliore l'ocytocine chez la mère, et puis ça améliore le lien d'attachement maternel. Par contre, ça augmente les taux de cortisol du bébé. Ça, c'est une vraie trouvaille, on ne s'y attendait pas. Le cortisol, certainement, ce qu'on suppose, c'est sur les capacités adaptatives que le bébé doit mettre en place. Le cortisol, c'est le stress, mais c'est aussi l'adaptation à des nouvelles situations. Il y a aussi du bon stress et adaptatif dans le cortisol. Bref, en tout cas, c'est faisable. Et on a eu une expérience vraiment très, très positive avec une patiente qui avait un trouble de la personnalité borderline. À l'unité parent-bébé temps plein, on fait des observations thérapeutiques, c'est-à-dire pour des situations où certainement, en tout cas tout le monde est très inquiet, la question d'un placement à la naissance se pose. On peut proposer quelques semaines d'observation thérapeutique
pour voir ce qu'on s'est dit tout depuis le début, comment ce parent-là, avec toutes ses fragilités, il va pouvoir devenir parent, quelle potentialité il va pouvoir mettre en place, ou pas, mais en tout cas de se laisser la possibilité d'observer. Finalement, c'est très court ça, parce que pour le bébé ça a un impact évidemment, et à partir du moment où le bébé montre des signes de difficulté, et que ça ne fait pas levier, évidemment on protège l'enfant. Et donc chez cette patiente, finalement, il a été placé, le bébé. Mais ce qu'on a pu voir quand même, parce que la yoga et la thérapie, évidemment, elle n'est pas magique, hein, c'est un outil parmi tout le reste de ce qu'on propose. Mais en tout cas, dans cet espace-temps guidé, contenant et avec tout ce qu'on a mis, tout ce que je vous ai raconté, la mère, elle avait des interactions très qualitatives avec son bébé. Beaucoup plus, et je me souviens entendre les infirmières et l'équipe qui allaient au yoga et qui revenaient à l'unité temps plein dire combien cette maman, elle était complètement différente dans ce temps corporel que lorsqu'elle était, alors corporel pas que, hein, avec tout ce qu'on a dit, que lorsqu'elle était au sein de l'unité. Ce qui nous dit que peut-être ça peut être une piste de travail. Je vous montre d'autres exemples de groupes. Alors toujours pareil, si vous gardez la diapositive où on a mis tous les axes à travailler, on va travailler, on a un groupe compte, c'est les infirmières. Alors moi je suis toujours très admirative de la créativité de nos soignants et de combien eux aussi ils deviennent soignants. C'est-à-dire le devenant parent, c'est aussi le devenant soignant au fil des expériences avec nos patients. Alors je dis les soignants, les accompagnants, évidemment les professionnels de l'éducatif, enfin tous les professionnels autour des familles. Et donc les infirmières, elles ont créé ces deux groupes au sein de l'unité. Le groupe compte pour les parents, je regarde encore Hélène parce que quand elle est arrivée, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Un groupe compte sans les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans ce groupe? Là on raconte des contes aux parents. Et on essaye d'aller sur la dimension psycho-affective développementale de ces parents, ce dont on a parlé tout à l'heure, et de remettre en marche les capacités de mentalisation de leurs émotions. Qu'est-ce que les contes leur rappellent? Qu'est-ce que ça remet en marche de l'élaboration chez ces parents? Et puis, par exemple, le groupe éveil, ça c'est nos auxiliaires de puériculture, accompagnés toujours du reste de l'équipe, qui ont proposé ça, un groupe autour d'essence. Donc ça, on revient sur l'axe plus bas interactif, parents-bébés. Donc là, les parents et l'enfant sont ensemble, et on travaille sur décoder les signaux du bébé, s'y ajuster, s'émerveiller ensemble, et tout le partage dont on a parlé depuis tout à l'heure, autour d'essence. Alors, je voulais dire un mot. Il me reste combien de temps? Parce que normalement, je suis maître du temps pour les autres, mais pour moi, ça va encore 10 minutes. Oui. La place du coparent en unité temps plein parent-bébé. Je suis désolée, j'étais un peu stressée, donc je ne me suis pas bien présentée tout à l'heure, en fait. J'ai commencé aussi un peu vite. Donc moi, au quotidien, je travaille à l'unité temps plein parent-bébé et au centre de consultation. Sur plutôt la partie psychiatrie périnatale, puisque notre service, c'est la clinique de la périnatalité et de la petite enfance. Donc moi, je suis plus affiliée psychiatrie périnatale et j'ai un temps aussi au réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine, pour que vous puissiez me situer. Et je travaille aussi à la Société Marseille francophone, donc société savante de santé mentale périnatale. C'est pour ça que je vous parle un petit peu plus de l'unité temps plein, parce que c'est là où je suis quand même le plus dans ma pratique. Et vous avez vu tout à l'heure, alors c'est un peu compliqué parce que le schéma, vous l'avez vu rapidement, mais il y a aussi la place du coparent dans les prises en charge qu'on veut proposer. Et je pense que dans les maternités, enfin dans tous nos services de périnatalité, la place du coparent, il faut qu'on s'y attelle, quoi, hein, parce qu'il peut être sacrément levier, ce coparent. Et puis, il est aussi atteint de troubles psychiatriques en période périnatale. Alors maintenant, je pense que c'est un petit peu plus connu, j'espère vraiment, mais 8 à 10% des pères vont présenter une dépression paternelle. Hein, ça, c'est clair maintenant, j'espère que vous le savez. Un père sur 10, c'est énorme, en fait, hein. Et avec une symptomatologie qui est très différente de celle de la mère, qui est plus tardive, plutôt 6 mois, 1 an. Donc on ne la voit pas tout de suite, les services de maternité, là vous ne les voyez pas. Plus la PMI, puis pour les acteurs qui vont être là plus longtemps, avec une symptomatologie spécifique.
En particulier, l'isolement social, l'anxiété est très forte chez le père, et la question de l'agressivité et de la violence intrafamiliale. Donc ça, la violence, pareil, assez vite on peut dire que, évidemment, alors c'est illégal la violence, c'est pas la question, et il va falloir le voir pour en parler à ce père. Et il va falloir aller voir si c'est de nouveau en période périnatale, s'il n'a pas une dépression sous-jacente. Et l'accompagner malgré tout. En plus, cette dépression paternelle, elle est corrélée à la dépression maternelle. Donc ça veut dire que quand la mère elle a une dépression, le père il est plus à risque d'avoir une dépression, mais ça va dans l'autre sens. Si le père a une dépression, la mère est plus à risque aussi d'avoir une dépression. Donc c'est un système. Si on est là chez les thérapeutes systémiques, si on soigne l'un et qu'on ne soigne pas l'autre, on ne va pas bien faire notre job. Plus spécifiquement en unité de temps plein, on s'est intéressé à ça ces derniers temps, sur l'hospitalisation des pères. Finalement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps à Marseille, chez Poinceau à l'époque, dans les années 80. Ils avaient déjà nommé leur unité parent-bébé, avec la possibilité d'hospitaliser le père. Actuellement, je pense qu'il y a très peu d'unités qui hospitalisent. Vous voyez la différence entre être hospitalisé, avoir un dossier médical, être patient de l'unité, être accompagnant, c'est-à-dire qu'on peut dormir, mais on n'a pas de dossier médical, venir en visite, et après on a les consultations. C'est tout ce qu'on peut proposer aux coparents. Mais l'hospitalisation avec un dossier médical, c'est assez rare. Et pourtant, dans notre expérience, ça peut être très porteur. Donc dans les unités, ce qui a été démontré, c'est que les pères de bébés hospitalisés, vous me suivez, pas les pères qui sont hospitalisés, mais les pères de bébés hospitalisés avec leur compagne, lorsqu'ils ont une dépression, c'est un facteur péjoratif de l'évolution des symptômes maternels. Vous m'avez suivi? Donc ça veut dire que si on ne le soigne pas, on va moins bien soigner la mère qu'on a pourtant dans nos lits, en unité temps plein. On est très content de ce qu'on fait pour elle, mais malheureusement ça ne va pas suffire. Les pères qui ont des troubles psychotiques et des troubles de l'usage des substances, dans ces familles-là, il y a plus de risques de séparation mère-enfant à la sortie. Okay, donc de la même façon, il va falloir quand même aller voir comment ça se passe du côté du... Je dis le père parce qu'on n'a pas de travaux sur le coparent non-père. Donc, partager avec vous notre expérience. Donc, entre 2023 et 2024, on a hospitalisé 10 triades, donc père, mère, bébé, pour 49 familles. On est une petite unité, on a 3 chambres famille avec un 4e berceau, et on va passer à 5 places en 2025 avec des nouveaux locaux. Et on constate qu'il y a 2 profils de pères. C'est pour ça que c'est toujours important d'être nuancé. Ceux qui vont être coopérants, qui vont soutenir la mère à une place différenciée. Ils ne vont pas devenir une mère de substitution. Ils vont être père de l'enfant et soutenir à la fois la mère et le bébé. Et puis, il y a ceux qui vont être extrêmement intrusifs, en rivalité avec la mère, en rivalité aussi avec le bébé. Donc, les propositions de soins, elles doivent être flexibles, graduées et évolutives, allant des consultations même au père seul, ici, je parle à l'unité ou même à l'extérieur, à des consultations, je dirais, conjugales, coparentales, à des visites à domicile, accompagnants, et jusqu'au temps plein. Tous les pères ne peuvent pas être hospitalisés. Néanmoins, dans certaines situations, je pense qu'il y en a eu 3 sur les 10, on pense que la présence du père hospitalisé, avec des soins pour lui aussi, psychiatrique adulte et d'accompagnement à la parentalité, à éviter d'une séparation et qu'il y ait un placement. Donc cette question-là, je pense qu'il faut qu'on se la pose, de pouvoir ouvrir nos unités à l'hospitalisation des pères. Je conclus donc sur je pense que vous avez bien compris le propos. Alors j'ai peu parlé du bébé, alors que c'est un axe
très fort aussi au sein de l'unité. Comme on parlait de pathologie duel, je me suis beaucoup axée sur l'accompagnement des parents. Je pense que cet après-midi, on parlera un petit peu plus de l'enfant, mais c'est aussi un axe fondamental dans nos prises en charge au sein de la filière de psychiatrie périnatale, de la consultation aux équipes mobiles, à l'hôpital de jour et au temps plein, de la préoccupation et du soutien au développement de l'enfant dans ces situations extrêmement fragilisantes pour lui. Et une séparation est pour lui, pour sa protection, parfois nécessaire, bien sûr. Donc, faire une approche développementale de la parentalité, comment on peut être, nous professionnels, guides, tuteurs, accompagnants, pas trop envahis de notre stress, pour aussi accompagner les potentialités des parents qu'on accompagne, en particulier avec le trouble de l'usage et le trouble psychiatrique. Je crois que le regard qu'on pose sur les parents qu'on accompagne peut faire aussi rien que lui levier sur la façon dont on va avoir de les porter et de les accompagner. La prévention n'est pas la prédiction. Alors, juste pour terminer sur une toute petite vignette clinique, je me dépêche. On a une situation comme ça, donc tout récemment, donc là c'est un peu à chaud encore pour l'unité, d'un père avec une schizophrénie et d'une mère avec un trouble bipolaire et un trouble de l'usage de l'alcool, et qui avait un enfant aîné placé. Ils sont d'accord pour qu'on parle de leur situation. Et aucune unité, alors ils ont fait plusieurs unités, parents bébés, ils ont pas, la situation était décrite trop lourde et les professionnels étaient très inquiets pour ces parents, nous aussi. C'est-à-dire que moi je pariais, voilà, j'étais pas certain, il y avait eu beaucoup d'errance pendant la grossesse, on savait pas vraiment bien où allait accoucher cette maman, tellement elle avait peur du placement pour ce deuxième enfant. Parce qu'on comprend en même temps. Quand on a tellement peur, on se dit, je vais peut-être aller accoucher ailleurs. En tout cas, moi, je peux le comprendre. Mais c'est très inquiétant, malgré tout. Donc, on a finalement... La demande était tellement forte et il n'y avait pas eu d'observation, finalement, de la coparentalité et des potentialités dans le schéma. Vous voyez, il y a les potentialités de l'adulte mère, mais il y a aussi le coparent, là, la conjugalité et la coparentalité. Esper était stabilisé sur le plan de sa schizophrénie, avec un suivi, bon... il y avait une certaine entente entre les parents, et puis pour la première fois, elle avait pris son traitement pendant toute la grossesse. Elle avait du mal, elle n'allait pas toujours au CMP, mais elle gardait un lien et elle avait pris un traitement pour la première fois, et quand je l'ai vue, elle était stabilisée sur le plan psychiatrique. On a accepté de les prendre en charge, c'était pas notre région, on avait une place à ce moment-là, le coup de bol. Finalement, leur petit, je le nomme Ishak, c'est pas son prénom, il s'est bien développé. C'est-à-dire cette observation thérapeutique qu'on a pu faire, elle a montré qu'à deux, chacun tout seul, ça n'aurait pas été possible, mais qu'à deux, ils pouvaient coopérer et s'aider suffisamment pour faire en sorte que le développement de ce bébé soit harmonieux. PMI, ASE, TISF, mode de garde, la totale, tout ce qu'on peut, filière de psychiatrie périnatale territoriale, non il n'y en avait pas, donc on a dit psychologue, je suis en train de vous, voilà, tout ce qu'on cherche pour que ça tienne, ils sont sortis à domicile, on va voir, mais ça tient. Et ils ont développé des compétences auxquelles personne ne croyait. Donc attention à ça, la prévention n'est pas la prédiction, même si la prévention est indispensable, et dès le prénatal, et on a à faire des diagnostics, la vision catégorielle, pour moi, elle est indispensable, c'est pas la question. Juste, restons nuancés. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.